Le 1er janvier 2025, une décision brutale secoue le Burkina Faso lorsque Ibrahim Traoré ferme soudainement les frontières aux semences et engrais étrangers, rompant d'un geste des années de dépendance silencieuse. En quelques heures, l'espoir proclamé d'une souveraineté alimentaire retrouvée se heurte à la réalité d'étiquettes qui flambent sur les marchés urbains tandis que les stocks se vident. Que signifie concrètement pour les familles burkinabées et les petits cultivateurs ce pari total d'Ibrahim Traoré, partagé entre promesses d'indépendance et risques de pénurie prolongée et douloureuse? Un pays entier retient son souffle, suspendu au premier bilan chiffré et incontestable de ce choix radical. La décision de fermer les frontières aux semences et engrais étrangers s'accompagne d'une promesse solennelle: replacer la souveraineté alimentaire au cœur du destin du Burkina Faso. Cette promesse, présentée comme une chance rare de reconstruire un secteur agricole fragilisé depuis des décennies, s'appuie sur un argument central: offrir au pays une indépendance durable face aux fluctuations extérieures. Mais derrière cette ambition se cache un enjeu autrement plus lourd, car la réussite de cette politique conditionne directement la stabilité sociale, la capacité de l'État à soutenir les producteurs et la confiance fragile des citoyens dans une période d'incertitude aiguë. À cela s'ajoute une tension grandissante. Si la transition vers une production locale renforcée tarde, les pénuries risquent d'alimenter une colère populaire déjà perceptible dans plusieurs régions, particulièrement dans les zones urbaines où les prix montent le plus vite. Cette équation instable ouvre une question déterminante, presque immédiate, qui agit comme un «dans ce passage». Jusqu'où la société burkinabé pourra-t-elle absorber le choc initial en attendant les bénéfices annoncés? Les premières semaines révèlent un contraste saisissant. La production de riz et de maïs progresse d'environ 10% tandis que les prix alimentaires bondissent simultanément de 20% dans plusieurs zones urbaines. Ce double mouvement, inattendu pour une grande partie de la population, expose la fragilité d'une transition accélérée vers l'autonomie agricole et met aussitôt en lumière les limites structurelles du système. À ce stade précoce, l'effet immédiat de la décision se lit surtout dans les régions urbaines où la hausse des prix devient un marqueur tangible du pari engagé, alors que les marchés ruraux, eux, subissent d'abord les pénuries de semences et d'engrais. Cette tension croisée façonne une atmosphère nouvelle, presque électrique, où les citoyens oscillent entre curiosité prudente et inquiétude face à l'imprévisibilité des prochains mois. Dans ce contexte mouvant, Ibrahim Traoré se retrouve placé au centre d'un récit national qui dépasse largement le geste technique de fermer les frontières. Il incarne une rupture symbolique avec des décennies de dépendance envers les importations agricoles. Le gouvernement tente d'amortir les chocs en créant un fonds de soutien patriotique destiné à renforcer les agriculteurs locaux. Mais la portée réelle de cette mesure reste encore incertaine face aux besoins pressants du terrain. Parallèlement, les premiers signes de contestation émergent, en particulier parmi les travailleurs agricoles, qui dénoncent l'absence de prévoyance et les difficultés accrues à sécuriser des semences suffisantes pour maintenir leurs activités. Ce climat, nourri par la hausse des prix et par des manifestations ponctuelles, installe un sentiment d'attente tendue dans tout le pays. Chaque indicateur, chaque réaction populaire devient une donnée scrutée, car c'est de leur évolution que dépendra l'issue du pari engagé: ouvrir la voie à une souveraineté alimentaire durable ou déclencher une instabilité difficile à contenir. Dans les premières semaines de la mise en œuvre, deux figures émergent comme guides involontaires du récit. Les petits exploitants ruraux, confrontés à une pénurie soudaine de semences, et les ménages urbains, frappés de plein fouet par la hausse rapide des prix alimentaires. Leur expérience, bien que distincte, dessine une cartographie précise des tensions qui traversent le pays.
Le premier cas est celui d'un cultivateur du centre-ouest habitué à se fournir en semences importées pour assurer la régularité de ses récoltes. Depuis la fermeture, il doit se tourner vers des semences locales dont l'offre reste limitée, et l'augmentation de leur prix le contraint à réduire la superficie cultivée. Sa situation, loin d'être isolée, illustre la transition brutale que vivent de nombreux agriculteurs, confrontés à des choix difficiles pour maintenir leur activité. Le second cas se déroule à Ouagadougou où une mère de famille voit les prix du maïs, du riz et des produits de base grimper en quelques jours. Avec un budget déjà serré, chaque réajustement devient une épreuve, d'autant que les marchés s'adaptent de manière chaotique à la nouvelle politique. La perception de cette hausse rapide contribue à un sentiment d'instabilité qui se propage dans les quartiers populaires. Ces deux trajectoires individuelles montrent comment une décision nationale peut se fragmenter en impacts concrets et immédiats, révélant les zones de friction d'un pays engagé dans une transformation profonde. À travers leurs difficultés se dessine un enjeu central, la capacité collective à absorber un choc initial avant d'en percevoir les bénéfices potentiels. Tout commence par un déclencheur clair, la fermeture soudaine des frontières annoncée par Ibrahim Traoré le 1er janvier 2025. Le geste est rapide, la rupture est nette. Les circuits d'importation s'arrêtent presque immédiatement. Les stocks existants deviennent la seule ressource accessible, créant une tension instantanée dans les marchés urbains et ruraux. Dans les heures qui suivent, les premiers commerçants réévaluent leurs prix. L'incertitude domine. Les familles s'inquiètent. Les agriculteurs se demandent comment traverser la saison qui arrive. La communication officielle, encore limitée au début, peine à calmer une population qui cherche des repères dans un paysage soudain bouleversé. Puis vient le pic, ce moment où la décision cesse d'être une annonce et devient une réalité vécue. Dans les villes, les prix des produits alimentaires bondissent d'environ 20%, marquant un tournant perceptible dans les habitudes de consommation. Les marchés se remplissent de conversations inquiètes. Les files d'attente s'allongent, les paniers se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. Les premières manifestations éclatent dans plusieurs régions, portées principalement par des travailleurs agricoles et des ménages urbains qui dénoncent un manque d'anticipation. Parallèlement, dans les campagnes, les pénuries de semences se font sentir avec une précision douloureuse. Certains cultivateurs réduisent leur surface. D'autres tentent de se rabattre sur des variétés locales dont l'offre est insuffisante. Les coopératives agricoles s'organisent, mais les défis restent immenses, exacerbés par une transition trop rapide pour les capacités existantes. Les leaders communautaires alertent sur les risques de décrochage productif si les aides n'arrivent pas à temps. La pression augmente sur les autorités qui cherchent à accélérer les mécanismes de soutien. Pour répondre à l'urgence, le gouvernement active alors le fonds de soutien patriotique. C'est une étape clé du pic de tension. Les premières aides financières arrivent, même si elles restent modestes par rapport aux besoins exprimés. Les, form- les formations destinées aux agriculteurs locaux se multiplient. Les discours officiels insistent sur l'importance de renforcer la résilience interne. Mais sur le terrain, le contraste demeure entre les ambitions affichées et la réalité quotidienne. Au niveau diplomatique, les signaux changent aussi d'intensité. Les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et la France, expriment publiquement leurs inquiétudes. Les premières discussions bilatérales s'ouvrent. Les marges de négociation se réduisent. Les pays voisins du Sahel suivent la situation de près, conscients qu'une crise prolongée pourrait franchir les frontières. Puis, l'onde de choc laisse place à la Duchamp, l'après-coup. Un moment plus diffus, mais tout aussi déterminant. Les tensions sociales continuent de monter, alimentées par des prix encore instables
et des semences toujours insuffisantes. Le gouvernement intensifie sa communication. Les experts débattent publiquement des risques d'une crise alimentaire majeure. Les citoyens oscillent entre inquiétude, résistance et espoir prudent. Dans cet après-coup, une question centrale demeure en suspens. La hausse initiale de production, notamment les 10% supplémentaires de riz et de maïs, suffira-t-elle à compenser les chocs sociaux et économiques du court terme? Chaque semaine apporte un indicateur nouveau, parfois encourageant, parfois inquiétant. Et l'avenir du pays semble dépendre de ce fragile équilibre entre les gains potentiels et les coûts immédiats de la transition. Ce flux d'événements laisse clairement apparaître un pays en pleine mutation, pris entre détermination politique et défis structurels. La transition se lit d'abord dans un mouvement clair, une base productive longtemps dépendante des importations, suivie d'une variation immédiate marquée par une augmentation de 10% de la production nationale de riz et de maïs. Cette hausse observée au cours des premiers mois fonctionne comme un indicateur tangible de l'effet initial recherché par le gouvernement. Elle montre que, malgré les pénuries de semences, une partie du tissu agricole s'est rapidement adaptée à la nouvelle contrainte. Cependant, cette progression reste fragile, car elle dépend largement de semences locales encore insuffisantes pour soutenir un élan durable. Le deuxième chiffre est plus sombre. Les prix des produits alimentaires ont augmenté d'environ 20% dans les zones urbaines. Cette hausse constitue un poids direct sur les ménages modestes dont les budgets absorbent difficilement les variations soudaines. Elle met en lumière un déséquilibre immédiat entre la production améliorée et la capacité logistique à stabiliser les marchés. Les familles urbaines, particulièrement exposées, deviennent un baromètre sensible de la pression sociale qui monte. Enfin, le troisième indicateur concerne le Fonds de soutien patriotique, qui a levé plus de 50 millions de dollars pour accompagner la transition agricole. Ce montant, bien qu'important à l'échelle nationale, reste limité face à l'ampleur des défis structurels. Il permet toutefois de financer des infrastructures et des programmes de formation destinés aux agriculteurs locaux. Mais sa portée dépendra de la rapidité avec laquelle les ressources seront distribuées aux zones les plus vulnérables. Ces trois données, augmentation de la production, inflation des prix alimentaires et mobilisation financière, composent un tableau contrasté où coexistent signaux d'espoir et zones d'alerte. Elles constituent le noyau chiffré qui oriente le débat national autour de la décision d'Ibrahim Traoré et de sa capacité à conduire une transition risquée. La hausse de production, même encourageante, demande à être consolidée par un renforcement massif des capacités locales. Les experts soulignent que, sans un approvisionnement stable en semences adaptées, les gains actuels pourraient s'éroder et rapidement. Le pays doit encore résoudre la question centrale de la résilience agricole pour maintenir ce niveau de croissance. L'inflation, quant à elle, agit comme un moteur de tension sociale. Les manifestations signalées dans plusieurs régions témoignent d'un malaise profond et d'un sentiment de vulnérabilité face à des prix incontrôlés. Le gouvernement tente de ralentir cette spirale en renforçant la communication et en multipliant les programmes de soutien. Mais les ménages les plus précaires continuent de ressentir l'impact au quotidien. Le Fonds de soutien patriotique, malgré ses ambitions, illustre les limites d'un instrument financier dans un contexte de choc systémique. Les besoins des agriculteurs dépassent largement la seule distribution de ressources. Ils impliquent une transformation durable du modèle agricole. L'efficacité du fonds dépendra donc de sa capacité à cibler les zones critiques et à accompagner réellement la montée en compétences du secteur. Pris ensemble, ces chiffres tracent une trajectoire incertaine où les avancées sont réelles, mais insuffisantes pour garantir une transition stable. Le Burkina Faso se trouve à un moment où chaque variation, même minime,
peut renforcer ou fragiliser l'équilibre national. Et la question qui domine désormais est claire. Les données actuelles annoncent-elles une consolidation progressive ou un renforcement des tensions encore à venir? Les défenseurs de la politique avancent d'abord un argument stratégique. Sans rupture nette avec les importations étrangères, le Burkina Faso resterait prisonnier de fluctuations mondiales susceptibles d'affaiblir son économie agricole déjà fragile. Ils soulignent aussi que les premiers mois montrent un signe encourageant, avec une hausse d'environ 10% de la production de riz et de maïs, preuve qu'un potentiel local existe réellement et peut se renforcer à moyen terme. À cela, les partisans ajoutent un deuxième point. La fermeture des frontières constitue un symbole fort d'indépendance et de dignité, susceptible d'inspirer d'autres pays africains. Ils comparent cette démarche à celle d'États comme l'Inde ou la Chine, souvent cités comme exemple de souveraineté alimentaire obtenue grâce à un soutien massif à la production locale. Dans cette lecture, le Burkina Faso ne ferait que suivre une trajectoire déjà éprouvée, adaptée aux réalités africaines. À l'inverse, les critiques formulent un premier reproche majeur. Le pays ne dispose pas encore de l'infrastructure nécessaire pour mener une transition aussi rapide. Les pénuries de semences locales, largement documentées dans les campagnes, montrent les limites d'un système agricole insuffisamment préparé. Selon ces analystes, le rythme imposé aurait dû être plus progressif afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement qui fragilisent déjà les producteurs. Le second reproche met en avant la forte augmentation des prix alimentaires, environ 20% dans les zones urbaines, qui pèsent lourdement sur les ménages les plus précaires. Les manifestations signalées dans plusieurs régions illustrent cette tension sociale croissante et la difficulté pour les citoyens d'absorber le choc initial. Face à ces positions opposées, la réponse s'appuie sur les données actuelles. La transition comporte des avancées réelles, mais demeure exposée à de fortes vulnérabilités. Les chiffres montrent une dynamique productive naissante, mais aussi une inflation difficile à maîtriser. Le débat, loin d'être tranché, se joue désormais sur la capacité du pays à transformer ses modestes gains en stabilité durable. Un tournant s'impose brusquement. Au milieu des tensions qui s'accumulent, une réalité plus fine apparaît. L'effet de la fermeture ne se limite plus à la hausse des prix ou aux pénuries de semences, il reconfigure les alliances régionales du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en cherchant à compenser l'arrêt des importations européennes, intensifie ses échanges avec le Mali et le Niger, donnant à la décision une dimension géopolitique nouvelle. Cette redirection vers des partenaires du Sahel change la mécanique du débat, car elle introduit d'une possible voie d'approvisionnement alternatif. Dans cette dynamique, les discussions diplomatiques se multiplient tandis que les partenaires occidentaux expriment ouvertement leur inquiétude. Le pays est désormais observé non seulement comme un territoire en quête d'autonomie, mais comme un acteur capable de perturber l'équilibre régional. Ce déplacement du centre de gravité, du strict domaine agricole vers la sphère politico-stratégique, modifie la lecture globale de la décision. À partir de ce point échange dans ce sens médian, les conséquences ne se mesurent plus seulement en tonnes récoltées ou en prix des denrées, mais en capacité du pays à redessiner ses dépendances. Et cette redistribution silencieuse des relations pourrait devenir l'élément qui, à long terme, déterminera l'issue du pari engagé. Les effets concrets de la décision se répartissent désormais en 4 cercles distincts qui se superposent et s'influencent. Chacun dessine une couche des transformations que traverse le Burkina Faso depuis la fermeture annoncée par Ibrahim Traoré. Dans les campagnes, les agriculteurs affrontent une pénurie persistante de semences locales, conséquence directe de l'arrêt brutal des importations.
Les formations mises en place par le gouvernement commencent à porter quelques fruits, mais leur impact reste insuffisant pour compenser les limites structurelles déjà visibles. Certains producteurs réduisent leur surface cultivée, tandis que d'autres tentent de diversifier leurs variétés pour maintenir un niveau minimal de production. Cette adaptation forcée ajoute une tension supplémentaire à un secteur déjà vulnérable. Les professionnels de la chaîne alimentaire observent une réorganisation rapide des circuits d'approvisionnement. Les entreprises locales doivent en revoir leur modèle économique, car la hausse des prix, autour de 20% dans les zones urbaines, réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et ralentit la demande. Les commerçants ajustent leurs marges et modifient leurs sources d'approvisionnement, ce qui crée une volatilité inhabituelle dans les marchés. Ces mouvements témoigne d'un système commercial qui cherche encore son point d'équilibre. Au niveau des ménages, la pression économique se fait sentir avec une intensité croissante. Les hausses de prix modifient les habitudes alimentaires et forcent des arbitrages difficiles entre dépenses essentielles. Les manifestations, déjà signalées dans plusieurs régions, expriment cette fatigue sociale qui s'installe face aux incertitudes persistantes. Dans les quartiers populaires, le sentiment d'instabilité devient un marqueur quotidien. Dans l'espace régional, la décision du Burkina Faso attire une attention inhabituelle. Les partenaires européens expriment leurs inquiétudes, tandis que les pays voisins du Sahel, dont le Mali et le Niger, explorent de nouvelles opportunités de coopération autour des approvisionnements agricoles. Cette redirection progressive du centre de gravité diplomatique crée un climat d'observation vigilante dans la région. Elle révèle un pays qui, par une décision interne, recompose partiellement ses liens extérieurs. À travers ces quatre dimensions, l'effet réel de la politique ne se limite plus à un seul indicateur ou à un seul secteur. Il traverse l'économie, les comportements sociaux et les relations extérieures et place le pays dans une zone de transition complexe. Le Burkina Faso se trouve ainsi à un moment charnière où chaque évolution, positive ou négative, peut infléchir le cours d'une transformation encore fragile. Et l'issue dépendra de la capacité collective à contenir les tensions tout en consolidant les gains naissants. Les 6 à 12 prochains mois ouvrent trois trajectoires distinctes pour le Burkina Faso, chacune portée par les dynamiques déjà visibles et par la manière dont les autorités répondront aux pressions sociales, économiques et diplomatiques. Dans cette trajectoire intermédiaire, la production agricole poursuit une progression modeste, soutenue par les formations déjà engagées et par le Fonds de soutien patriotique. Les prix alimentaires, bien que toujours élevés, commencent à se stabiliser lentement dans les zones urbaines. Les manifestations se réduisent sans disparaître totalement, laissant place à un climat prudent où les citoyens attendent des signes plus solides de reprise. Les relations diplomatiques restent tendues, mais aucun blocage majeur ne survient. Dans ce passage ici, les investissements agricoles portent leurs fruits plus rapidement que prévu. Les semences locales deviennent plus accessibles, permettant à davantage d'agriculteurs d'augmenter leur production. Les prix se normalisent progressivement, ce qui soulage les ménages urbains les plus touchés. Sur le plan diplomatique, les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger se renforcent, offrant une marge de manœuvre nouvelle pour sécuriser l'approvisionnement. Dans cette perspective, le Burkina Faso se positionne comme un exemple de souveraineté alimentaire émergente dans le Sahel. Dans la version la plus défavorable, les pénuries s'aggravent et les prix alimentaires continuent de grimper. Les manifestations se transforment en mouvements plus structurés, affectant la stabilité interne du pays. Les relations avec les partenaires européens se détériorent davantage, compliquant l'accès à l'aide et aux négociations. Le fonds de soutien patriotique s'avère insuffisant pour répondre à la demande.
plongeant les agriculteurs dans une situation critique. Dans ce passage, au-delà des prédictions, la clé consiste à observer comment chaque variation, même mineure, influence l'équilibre entre production, prix et stabilité sociale, car ces trois leviers détermineront la trajectoire finale. Pour beaucoup de citoyens, la décision de fermer les frontières n'est plus seulement un choix politique. Elle est devenue une réalité quotidienne qui façonne la manière de se nourrir, de travailler et de se projeter dans l'avenir. Les répercussions se ressentent différemment selon les. Dans ce passage, dans les grandes villes, la hausse des prix alimentaires pèse lourdement sur les budgets les plus modestes. Les familles réorganisent leurs repas, réduisent leurs achats et jonglent avec des arbitrages de plus en plus serrés. La question du pouvoir d'achat occupe désormais le centre de leurs discussions, alimentant un sentiment d'incertitude diffus. Dans les campagnes, les pénuries de semences locales compliquent la préparation des saisons agricoles. Certains producteurs s'adaptent, mais beaucoup se heurtent à des limites matérielles encore trop fortes. Le soutien gouvernemental est perçu comme nécessaire mais insuffisant, créant un mélange d'espoir prudent et de fatigue face aux difficultés persistantes. Plus éloignés de la production agricole directe, ils subissent surtout l'instabilité des marchés et la volatilité des revenus. La hausse des prix modifie leurs projets, retarde certaines initiatives et nourrit une anxiété nouvelle autour des perspectives économiques. Dans ce tissage de préoccupations, l'enjeu devient personnel. Chacun cherche à comprendre comment traverser une période où les repères habituels se déplacent. Pour réduire la pression, deux pistes simples émergent: s'informer régulièrement pour éviter les rumeurs anxiogènes et s'appuyer sur les réseaux communautaires qui jouent un rôle croissant dans la solidarité locale. Ces gestes modestes mais concrets permettent de reprendre un minimum de contrôle dans un contexte changeant. Le pays se trouve désormais à un moment où les solutions doivent être organisées en étapes claires afin de réduire les tensions immédiates tout en consolidant les gains naissants. Ibrahim Traoré, qui porte cette transition, doit s'appuyer sur un ensemble d'actions ciblées pour stabiliser le modèle qu'il défend. La priorité consiste à augmenter rapidement la disponibilité des variétés locales. Cela passe par l'appui renforcé aux coopératives régionales et par l'accélération des programmes de multiplication de semences. Une distribution plus régulière réduirait les pénuries persistantes et offrirait aux agriculteurs une base plus stable. Les hausses constatées doivent être contenues par un système temporaire de soutien ciblé aux ménages les plus fragiles. Des partenariats locaux peuvent contribuer à stabiliser les marchés en surveillant les marges et en fluidifiant la circulation des produits essentiels. Les programmes existants doivent devenir plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des agriculteurs. Une montée en compétences accélérée augmenterait la résilience des exploitations face aux ruptures d'approvisionnement. Les discussions ouvertes avec le Mali et le Niger doivent être structurées en accords concrets. Ces partenariats offriraient des voies complémentaires d'approvisionnement et réduiraient la pression sur les filières nationales. Un mécanisme d'observation permettrait d'ajuster les mesures au fur et à mesure de leur impact. Cette adaptation progressive limiterait les risques de décrochage social durable. Ces étapes, si elles sont menées avec constance, pourraient transformer une période d'incertitude en un chemin plus cohérent vers l'autonomie agricole recherchée. Dans cette phase charnière, les trajectoires individuelles croisent à nouveau le destin collectif. Le cultivateur du centre-ouest, qui avait réduit ses surfaces faute de semences disponibles, observe désormais avec prudence les ajustements qui s'esquissent. Dans les rues de Ouagadougou, la mère de famille confrontée à la hausse des prix continue d'adapter chaque dépense, espérant que les efforts entrepris produiront bientôt un effet concret. Ces deux figures, déjà présentes au début de ce récit, incarnent la tension mais aussi la persévérance d'un pays engagé dans une transition difficile.
Au cœur de ce paysage de doute et d'attente, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence des espoirs et des critiques. Son pari, aussi audacieux que risqué, redessine les contours d'un chemin que le Burkina Faso n'avait jamais emprunté avec une telle détermination. Les, gé- les gestes quotidiens des citoyens, cultiver, acheter, protester ou patienter, deviennent les fils d'une même histoire en cours de tissage. Dans cette complexité, une idée s'impose. L'avenir dépend de chaque pas maintenu. Ce fil ténu entre ambition nationale et réalité quotidienne forge l'identité d'un moment historique où les choix individuels et collectifs se rejoignent, Okotondi. Et c'est peut-être dans cette convergence que se trouve la clé d'une transformation durable. À ce stade, l'histoire du Burkina Faso ne se réduit plus à une décision politique. Elle devient le symbole d'un peuple qui cherche à reprendre la maîtrise de son avenir. Les débats, les tensions et les espoirs qui traversent le pays montrent combien chaque citoyen, qu'il vive des récoltes ou des marchés urbains, participe d'un même mouvement collectif. L'expérience actuelle rappelle que la souveraineté alimentaire n'est pas une abstraction mais un chemin fait d'efforts quotidiens, de choix difficiles et de solidarité discrète. Dans cette dynamique, chacun peut contribuer à éclairer les enjeux, à partager les informations fiables et à renforcer le dialogue autour de ce tournant historique. Soutenir les échanges, engager la discussion et écouter les voix diverses qui s'expriment permettent de donner plus de profondeur à cette transition. Si cette histoire vous interpelle, vous avez la possibilité d'enrichir la conversation, de poser vos propres questions et d'apporter votre regard sur l'avenir du pays. Car c'est souvent dans les gestes dès le simple, un partage, une réflexion, une parole posée, que naît la capacité collective à façonner un futur plus stable et plus autonome.